Bonjour et bienvenue dans Sous-sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Aujourd'hui, on s'arrête, on s'accroche pour regarder ce qui nous maintient aux autres et à nous-mêmes. Dans ce 8e épisode, on s'interroge sur ce qui nous attache, sur l'intérêt de devenir un parasite, sur la puissance du poulet et sur l'art de surfer entre les mondes. On rencontre Perceval le Gallois, un auteur avec un blouson moche, des amoureux dysmorphiques et le dieu Indra. Il y a une quinzaine d'années de ça, je travaillais peu, je crois. En tout cas, j'avais le temps de m'inviter au beau milieu de la matinée chez ceux de mes amis qui travaillaient aussi peu que moi. Loriba, sémiologue et chaman. Ce matin de printemps-là, donc, je débarquais à l'improviste chez mon amie Juliette. Je la trouvais les yeux cernés, le regard vague en train de préparer du café. « Je n'ai pas dormi, me dit-elle. J'ai transurfé toute la nuit. » Il existe différentes façons de s'attacher dans le monde vivant, et aucune de ces manières d'être ensemble n'est complètement neutre. Évoquons par exemple le rapport de compétition, qui est une forme d'attachement à l'autre. Haine et amour sont des sentiments au fond très ressemblants dans leur manifestation. Il s'agit toujours d'être important aux yeux d'un autre. Et on sait à quel point le besoin de se mesurer à autrui, d'exister dans son regard, est structurant dans nombre de sociétés humaines et animales. Pour le cerf, d'une certaine manière, la compétition est une condition de survie. Sans compétition, pas de séduction, et donc pas de reproduction. Malheureusement, dans la compétition, l'attachement n'apporte rien de bon à l'individu. J'y laisserai toujours quelque chose, même en cas de victoire. Des plumes, du sang, du temps perdu. Et quand la relation de compétition s'achève, je ne me suis enrichie de rien. J'ai seulement perdu, affirmé ou renforcé une position. Journal de Transurfing, 18 mai 2005. Je me suis assise avec Juliette. Après m'avoir servi une tasse de café, elle déposa sur la table un livre. On aurait dit qu'elle abattait une quinte flush. Dans mon souvenir, la couverture présentait une sorte de champ gravitationnel dans une esthétique plutôt 80s. Sur la photo choisie pour la 4e de couverture, l'auteur portait des lunettes noires à verre fumé. Il avait le visage grave et pénétré, une coupe de cheveux de rockstar soufflée par le vent, un blouson en cuir très moche sur une chemise à motif psychédélique, et ce titre un peu racoleur, Transurfing. Sans parler de l'esthétique générale de l'édition, qui n'était pas sans rappeler l'univers visuel des frères Bogdanov, on était clairement dans la littérature grise qu'un chercheur digne de ce nom chasse d'un revers de manche de sa bibliographie. Vadim Zeland, c'était le nom de cet auteur. Un russe. Transurfing ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai-je dubitative. Juliette se frotta les yeux. Elle avait l'air de chercher ses mots. Imagine que tu dors, et tout à coup tu te réveilles et tu constates que tu es enchaîné quelque part. Voilà. Soudain tu es enchaîné mais réveillé. Et maintenant, il va falloir sortir de là. J'étais perplexe. J'ai quand même emporté le livre. J'en ai lu une 50aine de pages. J'avais compris. Cette histoire de chaîne, ce n'était pas une métaphore, c'était limpide, c'était effrayant. Le reste de la lecture n'était pas nécessaire, j'ai rendu le livre quelques jours plus tard à mon ami. Il a pas mal circulé autour de nous et nous nous sommes tous mis, comme Juliette, à transurfer et à mal dormir. Journal de Transurfing, 20 mai 2005. Dans l'espace où je marche, il n'y a pas que moi. Il y a tous les autres humains, et tous les autres encore. Tout le monde fait ce qu'il peut. Tout le monde n'est pas conscient. Et tout le monde dessine des lignes, plus ou moins chaotiques dans les champs de force. Les mouvements sont généralement assez peu linéaires. Il y a des angles, des grands zigzags, des boucles courtes, des cassures. Moi, je prends les transversales. Et quand je trouve une bonne fréquence qui me soulève, je la surfe aussi longtemps que possible. Mais tous, moi y compris, tous sans exception, sommes régulièrement cueillis, arrachés du sol,
et envoyés en l'air par les innombrables et monstrueux balanciers. Ils sont impitoyables. Une autre forme d'attachement que je peux adopter en tant que vivant est l'inquilisme. Dans ce cas, je vis au sein d'un autre être, plus gros que moi. C'est mon cas si je suis un poisson clown, bien à l'abri dans mon anémone par exemple. Dans les années 1970, le climatologue anglais James Lovelock avait cherché à pousser l'idée selon laquelle la planète Terre devrait être considérée comme un être vivant. En mars 2022, des chercheurs de l'université de Rochester ont publié un papier dans le très sérieux International Journal of Astrobiology qui propose de penser la planète comme une entité intelligente unique, dont les réseaux naturels et technologiques seraient simplement des composants. Il n'y aurait pas d'intelligence isolée, déconnectée, spécifique à des individus. L'intelligence serait un processus collectif. Elle n'est pas humaine, elle est technobiologique, transespèce et indissociable de l'existence de la planète. De fait, la Terre devrait donc être considérée comme un être unique, intelligent et traité comme tel. Ainsi, nous habiterions, nous humains, animaux, végétaux, bactéries, champignons, dans le sein d'un être immense que nous aurions tendance à considérer comme un lieu. Il faudrait dire un mot encore de la phorésie, qui est une autre forme d'attachement qui s'offre à moi dans le monde et qui se révèle très intéressante, puisqu'il s'agit cette fois de m'accrocher et de me faire transporter par un autre. Un cas bien connu est celui du poisson rémora, accroché à son grand requin. Mais on oublie que le bébé humain, lui aussi, est très clairement phorétique, contrairement à la plupart de ses homologues animaux. Il ne survit que parce qu'on le porte. En réalité, nous sommes tous phorétiques, nous les habitants de la Terre, sur notre planète qui spirale autour du Soleil, fusant dans l'espace à la vitesse de 3 280 000 km/h. Ne sommes-nous pas accrochés à un grand vivant qui nous entraîne vers des au-delà inimaginables ? Nous sommes attachés les uns aux autres avec des stratégies d'une créativité sans limite. Mais un de mes cas d'attachement favoris dans le monde animal est celui que vivent les couples de bonelli. La bonelli est une sorte de ver sous-marin que l'on peut apercevoir sur le sable autour des récifs méditerranéens jusqu'à 100 mètres de profondeur. C'est un animal amusant car si vous la touchez, elle se rétracte en un éclair et disparaît on ne sait où. Mais en fait, ce que l'on aperçoit collé au sable, ce fin lacet gluant et verdâtre, long parfois de plus d'1 mètre, terminé par une intersection bivalve en forme de T, ce n'est en fait que la langue de l'animal. Le corps, lui, reste toujours tapi sous une roche d'où jamais il ne sortira. Par ailleurs, sachez que si vous rencontrez une bonelli, vous pouvez être sûr qu'il s'agira d'une femelle. Il faut en effet 2 ans à la bonelli femelle pour atteindre sa taille adulte d'environ 1 mètre. Le mâle, lui, ne dépassera jamais 3 mm. Oui, vous avez bien entendu, 3 mm. C'est un cas de dimorphisme sexuel exceptionnel dans la nature. Encore sous forme de larves microscopiques, le mâle s'approche d'une femelle, se colle à sa langue et ne bougera plus jamais de là, nourri par cette déesse sous-marine 1000 fois plus grande que lui. Un beau jour, son destin sera d'être aspiré par la langue amoureuse et d'être placé dans le gynécée, ce lieu du corps femelle tout entier fécond, dans lequel il pourra féconder les œufs et vivre parmi eux jusqu'à sa mort. Une question me taraude pourtant. La bonelli femelle a-t-elle jamais eu conscience d'avoir un mâle ? Ou bien se croit-elle capable de reproduction dans un geste d'auto-érotisme créateur ? Et le parasitisme dans tout ça ? Le parasitisme se définit comme une relation biologique entre 2 êtres dans laquelle l'un des protagonistes, le parasite, tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire aussi longtemps que nécessaire. Cette relation aura évidemment un effet négatif pour l'hôte. L'écologie de notre siècle nous renvoie en miroir le portrait d'une humanité qui épuise les ressources de l'être planète dont elle dépend pourtant. Alors,
Sommes-nous les parasites de la planète Terre ? Mais parlons plutôt poulet. Et si l'espèce la plus puissante du monde était en fait le poulet ? Certes, nous sommes tous d'accord pour dire que l'individu poulet lambda connaît généralement sur cette planète un sort assez peu enviable. Habitat concentrationnaire, mutilation, séparation, exploitation, mise à mort industrialisée. Mais à l'échelle de l'espèce poulet, c'est un triomphe absolu. 86 milliards de poules naissent sur la planète Terre chaque année, contre 150 millions d'humains seulement. Et ne parlons même pas du léopard, du lion ou du loup, qui certes ne ferait qu'une bouchée de l'individu poulet, mais représente l'épaisseur du trait dans l'évolution de la vie animale terrestre du XXIe siècle. La population de poulets, elle, croît de 3% par an, contre à peine plus d'1% pour les humains. Comment est-il possible que le poulet, cet oiseau dodu, pas très finaud, peu adroit, et incapable de voler qui plus est, soit celui qui tire son épingle du jeu de la sélection naturelle? Quel est ce prodige? Quel est son secret? Eh bien, la réponse est simple. Il a domestiqué l'humain. C'est une vision qui va à l'encontre des idées largement répandues que nous autres humains dominons la nature en maîtres cruels et irresponsables. Et s'il s'agissait là d'une illusion? Raisonnons en termes d'espèces. L'espèce humaine produit pour le poulet sa nourriture, elle le déplace, elle l'aide à se multiplier, à varier sa diversité chromosomique pour s'adapter à tous les climats, elle soigne ses maladies et depuis peu s'impose des normes pour augmenter son bien-être. Souvenez-vous de la définition d'un parasite. Le parasite tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Le poulet joue sur les 3 tableaux. Sa situation n'est pas parfaite, j'en conviens. Les exterminations massives de volailles sont nombreuses en raison de la prolifération et de la massification de l'élevage. Personne ne contestera qu'un poulet rôti a perdu la bataille face aux volaillers. Mais n'oublions pas que le parasite est un spécialiste de l'attachement et que son principal talent consiste à se faire oublier. Les parasites savent qu'il faut parfois faire des sacrifices pour entretenir leur hôte dans l'illusion que le parasitage est une chance pour le parasité. Le poulet a réduit l'homme à l'état de dépendance physique, économique et psychologique. L'industrie de la volaille contraint des millions d'humains à travailler quotidiennement pour produire ou pour consommer les poulets, pour générer l'électricité, les transports, l'eau, l'infrastructure, les médicaments nécessaires à leur croissance exponentielle. Et les végétariens représentent seulement 8% de la population mondiale. Et le poulet est la viande la plus consommée sur la planète. Sans le poulet, 92% de la population humaine devrait réapprendre à se nourrir. Les famines, la désagrégation de l'économie seraient irrémédiables. Journal de Transurfing, le 23 mai 2005. Le monde des forces ressemble à un grand tissu informationnel replié sur lui-même une infinité de fois. Dans cet espace multidimensionnel, ce sont nos intentions qui servent de véhicule. Notre intention nous amène quelque part, aussi sûrement que nos pas nous déplacent dans l'espace physique. À chaque choix que nous faisons, nous nous déplaçons de nœud en nœud, dans l'espace des possibles, que nous en soyons conscients ou pas. À chaque nœud, une nouvelle infinité de directions possibles nous sont ouvertes et proposées. Les bouddhistes parlent de Ichinen Sanzen, 3000 mondes à chaque instant. Nous sommes libres à chaque instant de vie, à un point que nous avons du mal à imaginer. La vie n'attend que d'être saisie et explorée. Sachant cela, pourquoi ne vivons-nous pas dans un état d'extase permanent? Pourquoi ce sentiment d'être enchaîné aux contraintes de l'existence, aux événements, à son destin? Pourquoi? Parce que nous sommes effectivement attachés au balancier. Dans les relations d'attachement que nous évoquons ici, il est assez clair que l'un des 2 protagonistes profite de la situation. Mais il peut y avoir des relations d'attachement plus équitables. Le mutualisme, la coopération, la symbiose sont les formes d'attachement auxquelles aspire tout humain qui ne se satisfait pas de la relation de compétition ou de parasitage. Des relations équilibrées, plaisantes, qui nous épargnent le sentiment de menace.
Existe-t-il des êtres vivants sur Terre qui n'entretiennent avec les autres vivants que des relations mutualistes? Existe-t-il des êtres qui ne s'attacheraient aux autres que pour le meilleur, sans prédation? Certes, les autotrophes, comme les végétaux chlorophylliens ou les cyanobactéries, sont capables de se nourrir de matière minérale. Mais si l'on admet, avec les chercheurs de Rochester, que la planète Terre est un être à part entière, alors les végétaux dévorent la Terre. Il n'y aurait donc pas d'autotrophie possible, et l'hétérotrophie, c'est-à-dire la consommation de l'autre pour sa propre survie, devient alors une loi sine qua non de la vie. Nous, corps vivants, sommes tous attachés les uns aux autres dans un processus de dévoration en chaîne fermée. Journal de Transurfing, le 28 mai 2005. Pour entrer dans le Transurfing, il faut bien comprendre d'abord ce qu'est un balancier. Quand plusieurs personnes focalisent leurs pensées dans une même direction, vers une même intention, qu'elles désirent la même chose, elles finissent par générer des condensations, des sortes de kystes dans le champ informationnel qui se densifient. Alors ces condensations commencent à avoir un effet d'attraction. Ils attirent à eux l'attention des êtres pensants et deviennent par là même une structure rigide, là où avant eux, il n'y avait que du flux. Ces structures se désolidarisent du tout et deviennent des entités indépendantes d'informations qui se mettent à vivre leur propre vie. Voilà ce que sont les balanciers. À partir de là, ces entités, ces balanciers, vont chercher à se maintenir et pour ce faire, s'alimenter de l'énergie des autres, par hétérotrophie, qui, on le sait, est la voie royale vers le monde des vivants. Ces autres, dont les balanciers se nourrissent, c'est nous. Comme dans toute relation d'attachement, un contrat est passé entre les parties prenantes. Un bénéfice contre une rétribution. Mais dans certains cas, le contrat est faussé. Et le bénéfice est illusoire. Ou bien il s'agit d'un chantage. Nourris-moi ou je te tue. C'est ce que fait un parasite. Et c'est ce que font les balanciers avec nous. Le balancier a besoin d'adhérents. Il faut croire en lui pour le nourrir. Il faut croire en son pouvoir. Il faut croire qu'il est bon pour nous, sans quoi il disparaît. Et plus le nombre d'adhérents augmente, plus le balancier gagne en force, c'est-à-dire qu'il oscille plus vite et plus haut. Imaginez le balancier d'une pendule de taille faramineuse. En haut du balancier, tout près de l'axe de rotation, on n'observe pratiquement aucun mouvement, tout est calme, quasiment immobile. En bas du balancier, en revanche, le mouvement est délirant, vertigineux, violent. Ainsi, la réalité de la vie avec un balancier diffère en fonction de la place où vous vous trouvez sur le balancier. En quoi croyez-vous ? Posez-vous cette question et vous verrez alors apparaître les balanciers avec lesquels vous avez passé contrat, le plus souvent de façon tout à fait inconsciente. Peut-être croyez-vous, comme beaucoup d'entre nous sur Terre, que vous avez besoin de votre travail pour vivre correctement. Cette pensée, en êtes-vous réellement l'auteur ? Ou bien vous a-t-elle été suggérée ? Le balancier du travail est extraordinaire car il agrège des milliards d'adhérents, de croyants. Sa puissance est phénoménale. Plus je nourris la pensée que mon travail est indispensable à ma vie, plus je nourris le balancier. Plus je nourris le balancier, plus il va m'attacher étroitement à lui. Plus je laisse la croyance entrer en moi, plus j'ai de chances de monter les échelons du balancier et de m'approcher de son centre, du lieu où le mouvement est moins ample et où la vie deviendra moins chaotique. Mon balancier va me choyer. Par exemple, mon travail va devenir de plus en plus important dans mon existence et réclamer de plus en plus de mon énergie, de mon temps, de ma créativité, mais mon salaire, ma sécurité, mon prestige vont augmenter. Je me rapproche du centre. Je fusionne avec le balancier. Je lui appartiens de plus en plus. Peu à peu, je vais cesser d'exister en tant qu'être libre et pensant. J'adopterai totalement la pensée du balancier. Je me résumerai à mon travail.
Si au contraire je rechigne à la tâche et refuse de jouer le jeu, tout en continuant à penser que le travail est toutefois nécessaire à ma survie, je vais alors descendre les échelons du balancier et me retrouver en bas, là où la vie va me secouer jusqu'au vertige. Et plus je vais être en lutte, plus le balancier va me balader. Des conditions de travail inconfortables, des contrats précaires, des déplacements incessants, une autre version de l'enfer. Comment se sortir de là ? Il n'y a rien d'autre à faire que de dénoncer le contrat, ne plus jouer au jeu des balanciers, et les regarder pour ce qu'ils sont, des parasites mentaux, avec lesquels aucune relation d'attachement féconde n'est possible. Cela ne veut pas dire quitter le monde, ni même le monde professionnel. Cela veut dire lâcher la croyance selon laquelle quelque chose nous serait nécessaire. Cela veut dire balayer l'illusion que nous aurions des missions à remplir, réussir notre vie, progresser professionnellement, devenir un parent exemplaire, un étudiant brillant, une bonne personne, un manager respecté, un être libre. Il n'y a rien que nous ne soyons déjà, puisqu'à chaque instant de notre vie, 3000 chemins possibles s'offrent à nous, si nous cessons de jouer le jeu des balanciers. Le monde que décrit Zélande est l'espace de liberté des êtres, et qui existe en chacun d'entre nous, dans lequel on peut entrer et apprendre à circuler. L'espace de l'être profond, de notre profonde réalité. Les bouddhistes en parlent, les chrétiens en parlent, les Lakota en parlent, les pygmées en parlent. Il suffit d'écouter. Arrêtez de croire qu'il s'agit d'un savoir abstrait, difficile à comprendre, parce que précisément, c'est tout le contraire dont il s'agit. Se détacher du besoin de savoir, du besoin de comprendre, qui sont autant de balanciers, pour vivre profondément ce qui appelle au fond de nous, quand tout le reste s'est détaché. Nous ne sommes pas que des corps vivants. Nous sommes la vie même, vraiment, le très saint Graal. Et maintenant une histoire d'attachement. Entrée en scène de Perceval le Gallois. Perceval était un jeune homme étrange. Vous pourriez le trouver assez moderne. Il vit, isolé du monde, élevé dans une famille monoparentale. Sa mère le dissimule au monde de peur qu'il ne suive la destinée tragique de son père et de ses frères aînés, chevaliers, qui moururent au combat les uns après les autres. Cette mère castratrice, là, pour le protéger, privée de tout savoir, de toute culture. Et Perceval est donc une sorte de demeuré sublime, de Tanguy médiéval, maintenu dans l'innocence absolue de l'enfance, grandi sur une terre gaste, une terre stérile, un lieu sans élan, sans possibilité, sans ouverture, une jachère. Dans cet endroit, il est déjà trop tard, ou encore trop tôt. Attaché à sa mère, attaché à la terre. Et l'histoire de Perceval, ainsi que toute la légende arthurienne de la quête du Graal, se situe également dans un temps de l'entre-deux politique. Tout le récit de Chrétien de Troyes, qui raconte l'histoire de Perceval, est parcouru par l'évocation de l'état désastreux dans lequel se trouve le royaume d'Arthur, détruit par les guerres intestines, dans lesquelles les chevaliers se sont entretués, eux, les garants de l'esprit du temps. Le monde arthurien est un monde sans règlement, un monde qui a perdu son sens, tétanisé, en errance, à la recherche de sa loi, de son ordre supérieur. Un monde dans lequel, aussi, tout est à créer et peut-être à régénérer. 3000 chemins de vie possibles à cet instant-là, comme à tous les autres. Perceval est lui-même en errance sur ces terres sans vie, lorsqu'il croise par hasard le chemin d'un groupe de chevaliers. Il a été si coupé du monde qu'il croit voir des dieux. Mais le désir est né en lui de devenir ce qu'ils sont. Le voici attaché à un nouvel objet. Il va devenir chevalier. Et il part donc en quête, au désespoir de maman bien sûr, destinée. Il paraît qu'il existe un roi qui fait les chevaliers. Fort bien.
Il va donc aller trouver ce roi et se faire chevalier. Et le voici à la cour du roi Arthur, où son talent en combat, sans doute hérité de la lignée paternelle, lui permet de devenir l'un des plus fameux chevaliers de la table ronde. Il est enfin éduqué, formé à la courtoisie. Fait important, on apprend surtout à Perceval le naïf comment se taire et éviter de poser des questions indiscrètes ou embarrassantes. Le voici maintenant bien ficelé à son balancier, la chevalerie. Prêt pour l'action, il part en quête du Saint Graal, comme lui l'ordonne son roi. Lors de ses pérégrinations, cherchant un gîte pour la nuit, il s'arrête un soir devant un étrange château. Il est accueilli par un hôte qui se nomme Roi Pêcheur, infirme, à cause d'une blessure qui semble mystérieusement reliée à l'état de déréliction du pays tout entier. Perceval est invité à sa table. Lors du festin, un mystérieux cortège défile devant ses yeux. Des serviteurs silencieux passent et repassent, présentant en procession de curieux objets d'où émane une lumière surréelle, une lance ensanglantée et un plat contenant un poisson. Les voici qui repassent encore. Que veulent-ils? Mais quels sont ces objets? Et pourquoi cette lumière? Perceval est curieux, mais il se souvient de l'enseignement qu'il a reçu. On ne doit pas poser de questions indiscrètes à son hôte. Le chevalier, en bon adhérent, respecte à la lettre le contrat passé avec son balancier. Il se tait. Grand tort lui a pris. Les objets mystiques qu'il vient de croiser, et qu'il a manqués, étaient l'objet même de toute la quête arthurienne. La lance ensanglantée, c'est celle qui perça le flanc du Christ. Le plat, c'est le Graal lui-même. Et oui, le Graal est d'abord représenté comme un plat à saumon, et non comme un calice, un héritage de la mythologie celtique qui a amené l'association symbolique du Christ au poisson. Plus tard, au détour d'une forêt, Perceval échange quelques paroles avec un personnage bizarre, mais récurrent dans la littérature médiévale, la demoiselle hideuse, qui fait office de démon révélateur. C'est une rouquine, ce qui est un signe qui ne trompe pas au Moyen-Âge. Elle se moque de lui et lui annonce de but en blanc que non seulement il est passé à côté de l'objet de sa quête, mais qu'en plus, s'il avait osé poser la question qui lui brûlait les lèvres, il aurait guéri le roi pêcheur et par là même régénéré le royaume tout entier. Victoire du balancier sur Perceval, la libération, l'illumination, raté d'un cheveu. Journal de Transurfing, le 30 mai 2005, dernier jour de l'expérience. Alors Transurfer, vous voyez, c'est simple à comprendre. Il s'agit surtout de faire attention à où on met les pieds. Il faut se faufiler entre les balanciers et surfer les vagues de sa propre authenticité. À partir de là, en maîtrisant ses intentions, on attire à soi un autre miroir de la réalité, une autre vie. C'est pourquoi, raconte Zélande, il est impératif de cesser de jouer le jeu des balanciers. Car les balanciers détournent notre attention à leur profit et nous font alors vivre une histoire qui n'est pas la nôtre, mais la leur. La vision de Zélande est belle, effrayante, transformante. Elle n'est pas sans évoquer la pratique du zen, cette école de la non-pensée, où l'on accède à l'arrière du décor pour n'y trouver rien de moins qu'un soi vidé de toute illusion. Le détachement ultime, qu'on retrouve chez les sadhus en Inde, les zahid soufis, et partout ailleurs, dans des versions parfois extrêmes de l'ascèse. Les stylites, ces premiers ermites chrétiens, se perchaient sur une colonne pour n'en jamais descendre. Siméon le stylite aurait passé la plus grande partie de sa vie au IVe siècle, perché sur un chapiteau corinthien à 7 mètres du sol. Perché, c'est le mot. Je me détache de ma beauté, je me détache de mon romantisme, je me détache de ma lignée, je me détache de la fête, je me détache de la séduction, je me détache de la sécurité financière, je me détache de la culpabilité,
Je me détache de la peur de manquer. Je me détache de mes remords. Je me détache de ma tristesse, de mes regrets. Je me détache de mes projections. Je me détache de mes traumatismes. Je me détache de ma puissance, des injustices que j'ai subies. Je me détache de mes musiques. Je me détache des rejets. Je me détache de mes réalisations. Je me détache de ma parentalité. Je me détache de mon image peur de la vie. Je me détache de mes jalousies. Je me détache des livres que j'ai lus. Je me détache de mes mentors. Je me détache de mes élèves. Je me détache de mes souffrances. Je me détache de mes jouissances. Je me détache de mes humiliations. Je me détache de mes voyages. Je me détache du besoin de savoir. Je me détache de mes quêtes spirituelles. Je me détache du besoin de comprendre. Mais se détacher de tout, est-ce là l'objectif ? Zélande ne nous suffira pas. Le transurfing ne nous suffira pas. Car il ne nous promet que le bien-être et une sorte de développement personnel dans lequel nos égos restent les artisans de notre petit bonheur, rien qu'à nous. Tout méditant un peu avancé sait qu'il existe, oui, un monde au-delà de l'illusion. Mais dans ce monde-là, il n'y a plus personne pour dire je. Je veux, je marche, je décide. Plus rien ne s'attache. Plus rien ne désire que le désir lui-même. Pourquoi nous attachons-nous ainsi à des choses, à des situations, à des êtres ? Nous ne sommes pas que les victimes d'entités géantes et mystérieuses. Nous cherchons avec détermination ces attaches. Notre peur fondamentale, c'est d'être lâché, abandonné, désaffilié, de tomber dans le vide, dans l'oubli ou dans l'indifférence. Pourtant, cette peur est infondée, car nous avons oublié que nous pouvons, à tout moment, lâcher l'attachement, comme l'acrobate lâche le trapèze, car le plus fiable des filets nous retiendra quoi qu'il arrive, et sa taille est incommensurable. Son nom, Indrajana. Le chamanisme, comme l'hindouisme, le bouddhisme et les grands monothéismes, se proposent comme des expériences de détachement face à la souffrance. Toutes les spiritualités tombent d'accord sur au moins un fait, ce qui mérite quand même d'être souligné: l'attachement, quel qu'il soit, l'amour que nous portons aux êtres et aux choses, notre peur de les perdre, n'est qu'illusion. Personne ne perdra personne. Personne n'a jamais perdu personne. Si ce n'est dans la souffrance de l'illusion, dans une dimension de la réalité où perdre ce que l'on aime fait partie du scénario de l'expérience. Croire que la réalité ne se résume qu'à cette dimension, c'est s'assurer de ne jamais sortir de l'attachement. Accepter au contraire que la réalité est bien plus large que le plan de notre histoire personnelle, c'est découvrir que l'amour profond n'a au fond rien à voir avec l'attachement. Voilà ce sur quoi toutes les traditions spirituelles s'accordent. S'il y a une seule chose à lâcher, donc, une seule dont il faille se détacher, c'est de notre croyance à propos de ce qu'est la réalité. Il existe une métaphore très ancienne et très fondatrice qui décrit d'une façon magnifique ce qu'est la réalité. C'est l'histoire de l'Indrajana, le filet du dieu Indra. Ce mythe apparaît pour la première fois dans un texte vieux de 3000 ans, l'Atharva Veda, un ensemble de 731 chants sacrés hindouistes, compilant des charmes, des incantations et des prières à l'usage des rishis, les chantres sacrés. Ce texte, banni pendant des millénaires par les jaïnistes et les bouddhistes qui le considèrent comme un artefact maléfique, est pourtant un véritable trésor de poésie, issu des tréfonds de notre histoire, de 4 siècles plus anciens que l'Iliade et l'Odyssée, à l'époque védique, qui est la version indienne du chamanisme. Ce texte est étonnant à plus d'un titre. Il explicite notamment l'origine des maladies par la présence de germes invisibles, 31 siècles avant la découverte du monde microbien. Il contient également des connaissances très précises en mycologie, la science des champignons,
domaine aujourd'hui critique dans la recherche en biologie. La vision du filet d'Indra est contée comme suit. Indra est le dieu de la création du monde. Au départ, il vit au sommet du mont Mahameru, le fait de toute réalité. De ce point, il jette un filet, vaste comme l'infini. À chaque intersection de ce treillis se trouve un joyau taillé d'une infinité de facettes et d'une brillance si pure que tous les autres joyaux du filet s'y reflètent tous. Tous sont en chacun, et chacun est en tous. Les bijoux d'Indrajala sont tous connectés. Rien ne surgit de lui-même. Au contraire, la nature d'une chose est le reflet de toutes les autres choses, tout comme chaque bijou reflète tous les autres bijoux, à l'infini. De plus, chaque bijou est décrit comme doué de sensibilité. De là où il se trouve, il voit le monde. Cette vision nous pousse à prendre la responsabilité de notre regard sur le monde. Il s'agit de considérer que chaque manifestation que nous imaginons comme séparée est en réalité contenue dans notre propre cœur et qu'elle reflète aussi, à son tour, notre propre présence. Tout et tous sont liés dans le filet d'Indra par des nœuds d'amour inextricables qu'aucune perte, qu'aucun deuil ne pourra jamais défaire.